Bonjour Bertrand Hayek. Bonjour Patrick. On va repasser ensemble les phases marquantes de cette 31e journée de championnat, des phases qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur le règlement et peut-être son application. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première phase. Nous sommes hier du côté de Malines Bruges, une phase de penalty pour une main de La Vallée. On va regarder les images, mais je vous demande directement, est-ce qu'il y a penalty ou pas sur cette phase-ci, sachant que la main de La Vallée est celle qui soutient quelqu'un, un défenseur qui tacle? Alors la question réside en effet sur le fait de soutenir son corps ou pas. Nous considérons dans cette situation que le joueur, le défenseur, a plus tendance à agrandir sa surface de contact et non à soutenir son corps comme c'est prévu dans les lois du jeu. Et au regard de tout le matériel pédagogique que l'on peut recevoir, notamment des instances internationales, on est clairement sur un agrandissement de sa surface de contact, donc le penalty est logiquement donné sur le terrain. Donc le fait que la main soutienne le joueur qui tacle ne suffit pas, il y a quand même encore une interprétation derrière ça. Il faut véritablement que le bras soit un support du corps, comme c'est stipulé dans les lois du jeu. Et en l'occurrence, là, sur cette image arrêtée qu'on peut voir, lorsque le défenseur touche le ballon, son bras est clairement étendu sur le terrain. Et donc, logiquement, pour nous, l'arbitre donne un coup de pied de réparation, un penalty. Donc vous validez la décision prise par M. Vergoot et soutenue par M. Laforge. Sans aucun problème, la décision. Et surtout, on valide le fait que le VAR ne soit absolument pas intervenu sur cette situation. Ok, merci. Ça, c'était pour la première phase. La deuxième phase du week-end, eh bien, c'était aussi lors d'un match d'hier. C'était lors du match OHL Genk. Monsieur Bertput était au VAR. Monsieur Jan Botterberg était l'arbitre de la rencontre. Et puis, il se passe ceci. Mackenzie, contact ou pas avec Gonzalez? Alors moi, ma question est toute simple. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de clean error? Est-ce qu'on a détecté un contact suffisant pour appeler Monsieur Botterberg du côté de Monsieur Bertput du côté du VAR? Absolument pas. Je pense que les critères d'intervention d'un VAR sont clairement édictés par le PRD. Il faut d'abord avoir une image claire et évidente, ce qui n'est pas le cas. Il faut aussi, après derrière, avoir une faute claire et évidente qui aurait été manquée par l'arbitre. Donc là, le PRD est clair dans ses positions, n'attendait absolument pas une intervention VAR, et même préférait, au regard de la phase de jeu, que l'arbitre maintienne sa décision initiale, à savoir de ne pas donner de pénalty. C'est pour nous une décision cohérente, de ne pas attendre une intervention du VAR, et pourquoi pas l'arbitre de maintenir sa décision sur le terrain, ça aurait été pour nous Sur le règlement, donc il n'y aurait pas dû y avoir donc pas de pénalty au final, donc attendu par le PRD. Il y a une sous-question sur cette phase-là, c'est Mackenzie ne prend que jaune alors qu'il annihile, si on a sifflé faute, une occasion manifeste de but. Alors non, la nouvelle réglementation au niveau de l'anéantissement d'une occasion nette de but, c'est si le défenseur n'avait pas essayé de jouer le ballon. Là, on peut quand même considérer que le défenseur, dans un mouvement de retard, donc essaye de jouer le ballon. Donc dans ces cas-là, ce n'est plus une carte rouge comme par le passé, mais une carte jaune, comme prévu par les lois du jeu. Bien. Troisième phase maintenant, on est dans Westerlo-Charleroi, match de samedi, c'est peut-être une phase qui concerne plus le protocole VAR en lui-même. Il y a une faute assez violente du défenseur Rosornois-Fort sur Matsuo de Westerlo. Monsieur Lardo qui est dans le VAR appelle Monsieur Lambrecht qui visualise la phase. Si on l'appelle, on imagine que c'est pour une carte rouge, mais il ne sort qu'une carte jaune. Alors c'est une situation intéressante par rapport au protocole du VAR, en effet. Il faut savoir que là, Eric Lambrecht ne décèle pas du tout la faute. Donc c'est pour ça que le jeu continue. Et donc on rentre dans la famille des missed incidents, des situations manquées par l'arbitre. Et donc là, le protocole VAR propose au VAR d'intervenir. Et donc pour un potentiel rouge. Et donc c'est ce que fait Jonathan Lardo en appelant Eric Lambrecht qui, face à l'écran, n'a pas le même feeling que Jonathan Lardo, ce qui est en effet un décalage d'interprétation entre les deux officiels. Mais Eric Lambrecht, comme c'est prévu par le protocole, est le seul patron sur le terrain. Il prend sa décision, regarde des images,
considère que le défenseur de Charleroi touche légèrement le ballon juste avant l'impact. Mais nous, PRD, nous considérons qu'il y a une mise en danger totale de l'adversaire, que le geste n'est pas maîtrisé, qu'il y a de la vitesse, de l'intensité, et qu'au regard des images, Eric Lambrecht aurait dû exclure ce défenseur. Donc il aurait dû exclure Ozornofort. On soulignera le fair play de Jonas de Roek, l'entraîneur de Westerlo, qui a dit que les décisions de l'arbitre dans cette rencontre n'avaient pas eu d'influence sur le résultat, il n'avait pas causé la défaite de son équipe. C'est toujours quand même intéressant à signaler. Et puis, dernière phase du week-end, nous sommes lors du match de vendredi. Zulte-Antwerp, c'est 0-0 à ce moment-là. Corner pour l'Antwerp. On pense que Toby Alderweireld ouvre le score, lui le pense aussi. Et puis l'arbitre Laurent Visser dans le VAR appelle M. Putt à revoir la phase. Alors là aussi, on est dans un cas d'application du protocole VAR très, très intéressante, dans la mesure où nous sommes en règle générale sur des situations de hors-jeu qui sont black and white, hors-jeu, pas hors-jeu. Dans cette phase-là, il y a une grande part d'interprétation parce qu'on voit un des attaquants d'Antwerp dans la surface de but, très proche du gardien, et surtout dans la vision, dans la ligne de vision du gardien au moment où le joueur de Antwerp marque le but. Très clairement positionné proche du gardien, très clairement positionné dans la ligne de vision du gardien. C'est également prévu dans les lois du jeu où dans ce cas de figure, normalement le hors-jeu est attendu parce qu'on considère que l'attaquant est dans une position d'infraction et donc un coup franc indirect doit être sanctionné. Donc là-dessus, on a eu d'une part d'abord une bonne application de l'assistance vidéo qui préconise un on-field review parce qu'il y a une grande part d'interprétation. Et c'est l'arbitre seul, devant l'écran, qui regarde des images, regarde de la position de l'attaquant, regarde de l'emplacement du botteur, enfin du scoreur, eh bien, prend la décision d'annuler le but et donc de reprendre par un coup franc indirect. Donc même si on avait l'impression que le gardien Bostin, le ballon était hors de sa portée, l'influence de Balikwisha est quand même prédominante. Alors en effet, le ballon est hors de sa portée, mais on ne sait pas si le fait d'avoir été bloqué dans sa vision, et il n'aurait pas pu faire un geste supplémentaire pour aller jouer le ballon. Donc là, au regard des lois du jeu, la proximité de l'attaquant dans la surface de but est clairement une infraction au regard des lois du jeu. Donc cette décision qui prive Toby Alderweireld de son premier triplé de sa carrière était correcte. À nos yeux, était correcte. Merci beaucoup, Merci à vous pour cette analyse. Merci.